Bonjour à tous, nous avons tous grandi avec la magie merveilleuse de Disney, mais ce qui nous a impacté le plus, c'est surtout les méchants de Disney. C'est justement pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo, pour vous parler aujourd'hui des grands méchants de Disney qui nous ont marqués et qui m'ont surtout marqué moi pendant mon enfance et dont je vais vous présenter aujourd'hui un top 10 selon mes propres critères personnels et subjectifs. On commence tout de suite avec le numéro 10 qui n'est nul autre que Hadès, le seigneur des enfers. Il est doublé en 1997 par le fameux comédien français Dominique Collignon-Morin. Alors, au lieu de déduire ta sentence de 2 belles années, je vais en ajouter 2 autres. Tu vois, moi aussi je mets le paquet. Une voix officielle culte car c'est également la voix de Luke Skywalker et la voix officielle de Nicolas Cage. Hadès est un personnage à la fois drôle et effrayant, surtout quand il s'énerve en carbonisant tout sur son passage. Elle fait de flirter dans les bois. Ce personnage est très charismatique, il aspire en même temps crainte et respect. Dans la mythologie grecque, Hadès n'est pas seulement l'ennemi de Zeus, qui cherche à se venger et à régner sur l'Olympe, c'est simplement le dieu des enfers qui s'est vu imposer cette charge par son frère Zeus. Dans le film, il veut sa revanche, renverser Zeus avec l'aide des titans et éliminer le brave Hercule par la ruse. Il est donc arrivé ici, je croyais que tu avais persuadé le centaure de se joindre à mon équipe pour la grande offensive, et voilà que je me retrouve sans centaure, sans raison. C'est là qu'Hadès se démarque. Ce n'est pas un méchant toujours sérieux qui incarne juste le mal, c'est aussi un méchant ultra bavard et presque comique. Hercule, arrête, tu peux pas me faire ça, tu ne peux pas Bon, d'accord. D'accord, bien, je l'ai mérité. Hadès, c'est l'opposé d'Hercule, pas les muscles, mais la ruse, l'intelligence sournoise, l'opportunisme et les coups tordus. D'accord. Tu as gagné, elle part, tu restes. Au fait, j'ai oublié de te dire, tu seras mort avant que tu puisses la rejoindre. Ça te pose un problème? C'est ça qui le rend menaçant, puissant et terriblement divertissant. Un vrai joueur d'échecs. C'est moi qui donne les ordres maintenant, monsieur Tonnerre. Et je crois que je vais adorer vivre ici. Nous allons voir maintenant en 9e position le fameux Baron Samedi du film La Princesse et la Grenouille, le docteur Facilier, doublé par Franz Konfiak en 2009. Sa grande obsession dans ce film, c'est l'argent, la clé pour lui du pouvoir et du respect. Il se rêve au sommet, il se compare et il jalouse Big Daddy LeBoeuf qui est l'homme le plus fortuné de la Nouvelle-Orléans. Dès que je me serai débarrassé de Big Daddy LeBoeuf, je serai le roi de cette ville. Sauf que Facilier n'est pas juste un arnaqueur, c'est un redoutable sorcier vaudou. Son pouvoir repose sur les ombres. Il arrive à manipuler, à ensorceler, à envoûter, à transformer les gens à sa guise. J'ai été envoûté par un sorcier. Au naturel, je suis un prince charmant, désirable. Physiquement, il est toujours impeccable, costume de soirée, chaussures, chapeau haute forme. Sa chanson, elle est mémorable, magnifique et inoubliable. Puissance, charisme, chanson incroyable. Facilier mérite amplement sa position à la 9e place de ce classement. En numéro 8, nous retrouvons le tigre terrifiant, le seigneur de la jungle de l'Inde, le redoutable et terrifiant Shere Khan. Il est doublé en 1967 par Jean Martinelli, une voix grave et posée qui le rend sombre, froid et menaçant. Alors, cher petit, je ferme les yeux, je compte jusqu'à 10. Ce qui est intéressant, c'est de voir le contraste alors entre Shere Khan dans le film et sa représentation dans la culture en Inde, où il représente la force, le courage, la noblesse et la royauté. Mais ici, c'est le contraire. Le tigre devient un assassin et un danger que tout le monde craint, cherchant à imposer sa loi partout sur toute la jungle. Ce respect, c'est surtout de la crainte. Les animaux se taisent et le respectent juste pour survivre. Ce qui le rend très agaçant, c'est sa personnalité. Sadique, calme, brutal et arrogant. Même la famille de Mowgli tremble. Les loups, Bagheera, Baloo, tout le monde craignent Shere Khan et veut que Mowgli rejoigne un village d'hommes. Personne ne veut l'affronter. Et l'astuce du film est juste géniale. Shere Khan est absent pendant près des 2/3 du film, mais tout au long de celui-ci, on ressent sa présence comme une menace fantôme
qui, quand elle apparaît, est quasiment pire que ce qu'on avait imaginé. Shere Khan, c'est la menace suprême dans la jungle, la puissance brute et sauvage, tendue et maîtrisée. Dans sa logique, Mowgli n'a pas sa place, c'est une menace, un danger et un désordre à éliminer. Shere Khan devient alors le symbole d'un rejet radical de l'intrus. C'est pour ça que je le mets en 8e position de mon classement sur les méchants de Disney. En 7e position, nous retrouvons le grand, le menaçant et le terrifiant même Shan Yu, le roi des Huns. Il est doublé en 1998 par l'extraordinaire Richard Darbois, qui accentue le côté grave, autoritaire et menaçant du chef de guerre des Huns. Représenté sous les traits d'un terrifiant chef de guerre Hun, il est l'un des méchants les plus menaçants, charismatiques de chez Disney. Il inspire une peur viscérale non seulement par sa force, mais surtout par la certitude qu'il agit toujours avec un temps d'avance. Il est sans doute celui ayant fait le plus de victimes dans chaque film d'animation Disney, tout Disney confondu, avec son armée, comme nous le montre la scène du village incendié, avec le ciel gorgé de sang. Il détruit non pas par plaisir, mais pour inspirer la peur et envoyer un message clair que personne n'est à l'abri. Grâce à ses hommes et à son esprit d'analyse, il parvient à sortir victorieux de chaque affrontement. Son fidèle faucon est bien plus qu'un animal, c'est un outil de guerre. Il agit comme un espion, il surveille, traque, observe chacun de ses ennemis. Et il est comme son maître, impitoyable et très rusé. Son apparence physique le fait percevoir comme étant encore plus dangereux et menaçant. Avec cet aspect massif, brutal, presque animal. Bouh. Gardez la porte. Bref, Shan Yu, c'est la peur pure. C'est pour ça qu'il est en numéro 7 dans mon classement. On continue directement avec le numéro 6, qui n'est autre que la squelettique Cruella d'Enfer. Dans le film Les 101 Dalmatiens, doublé par Lita Ricciu en 1961, une voix tranchante et théâtrale qui rend le personnage encore plus historique et mémorable. C'est une grande mania de la mode obsédée par la fourrure, les taches et les détails vestimentaires. Son but dans le film est très simple, se faire le plus flamboyant des manteaux de fourrure en capturant puis en dépeçant 99 petits dalmatiens mignons et innocents, dont ceux de Pongo et Perdita, les deux parents dalmatiens. Oh, Pongo! C'est elle! Oh, c'est cette femme diabolique! Représentée sous les traits d'une vieille femme aux cheveux noirs et blancs et à l'apparence rachitique, Cruella est vêtue d'un imposant manteau de fourrure pour compenser son aspect physique frêle et très maigre. Elle est effrayante dans tous les sens du terme et capable des pires exactions pour arriver à ses fins. C'est ça qui est fort, le contraste chez Cruella entre l'élégance et la monstruosité. Parce qu'elle est capable de tout, elle ne se soucie de personne et n'a aucune empathie. Elle symbolise la cruauté, l'obsession, la vanité et le narcissisme. Elle pousse la mode à l'extrême au détriment de la morale. Oh, ma seule et unique passion, j'adore les belles fourrures, je n'aime que ça au monde. Au fond, Cruella, c'est le mal de l'égoïsme et du paraître. Elle perd toute humanité, ce qui montre jusqu'où peut aller la vanité. Bref, c'est pour cela que je la positionne en numéro 6. En 5e position, voici la première grande méchante de l'animation et du cinéma, inventée pour le tout premier long métrage d'animation Disney sorti en 1937, avant même la Seconde Guerre mondiale, et qui m'a personnellement le plus choqué de toute mon enfance parmi tous les méchants que j'ai pu voir. Voici la méchante reine dans Blanche-Neige et les 7 nains. Donc la méchante reine doublée originairement par Lucie Laverne dans le film de 1937, puis en 1938 par Adrienne Lambricourt et en 1962 par Claude Jansac. C'est le personnage qui m'a le plus choqué dans mon enfance de par son apparence et son macabre objectif. Tuer sa belle-fille Blanche-Neige, voulant à tout prix être la plus belle femme du royaume. Et là, il y a la scène culte de l'animation en général, où elle s'adresse au début du film à son miroir magique en lui posant cette fameuse question «
Miroir, mon beau miroir. Qui est la plus belle de toutes? Mais quand elle apprend que ce n'est pas elle la plus belle, mais sa belle-fille, tout bascule. Elle envoie son chasseur pour la tuer et lui ramener son cœur, mais le chasseur n'en a pas le courage et il refuse en décidant même de tromper la reine en lui apportant le cœur d'une biche. Et donc décide elle-même de régler cette histoire en tuant elle-même Blanche-Neige. Son objectif est simple, se déguiser en une personne que Blanche-Neige ne soupçonnerait jamais pour l'approcher discrètement et l'empoisonner avec une pomme. Donc après avoir empoisonné Blanche-Neige, la reine tente de s'enfuir mais est pourchassée par les 7 nains jusqu'au sommet d'une falaise. Elle tente de leur jeter une grosse pierre sur la tête mais échoue et finit par tomber de la falaise et mourir. C'est d'ailleurs la toute première mort du premier méchant de Disney. Elle symbolise la vanité, la jalousie et le désir obsessionnel par rapport à Blanche-Neige. Elle rentre obligatoirement dans le top 5 car tout chez elle a inspiré les différentes méchants de Disney et elle est juste trop iconique du monde de Disney pour ne pas la mettre dans ce classement. Au top 4, après la méchante reine, au pied du podium, nous retrouvons le puissant et dangereux grand vizir et sorcier d'Agraba, Jafar. Donc doublé en 1992 par Nessim Guetta, sa voix grave et maîtrisée est parfaite pour un méchant qui impose autant par sa présence et sa manipulation. Jafar, c'est l'archétype du conseiller de l'ombre. Il est inspiré à la fois du roman des Mille et une nuits et du conte Aladdin et la lampe merveilleuse, ainsi que du grand vizir Jafar Ben Yahya qui a réellement existé. Son objectif est limpide, prendre la place du sultan. Ce qui rend Jafar mémorable, donc, c'est son apparence menaçante, son obsession du contrôle et son intelligence froide. Au début, il joue le rôle parfait, celui de grand vizir qui conseille le sultan. Il dissimule ses ambitions et inspire confiance, même au sultan et à Aladdin. Mais derrière, c'est un méchant cynisme machiavélique prêt à éliminer froidement tout obstacle. Et quand il récupère enfin la lampe, tout bascule. Il devient le sorcier le plus puissant du monde, puis un génie redoutable. Et paradoxalement, il a un petit truc attachant de par ses répliques avec son sidekick à plume Iago et son côté toujours sérieux, même à des moments qui ne se prêtent pas au sérieux. Ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsqu'il souhaite éliminer toute opposition en ordonnant à des gardes de noyer Aladdin, puis à la fin du film, lorsqu'il se transforme en serpent géant pour tuer Aladdin, puis en un immense génie à la peau rouge, juste terrifiant, ayant le pouvoir absolu de l'univers entre les mains. Donc pour moi, c'est un antagoniste magnifiquement bien écrit, bien pensé, qui a tous les attributs d'un grand méchant et qui mérite amplement sa place aux portes du podium des plus grands méchants de Disney. Donc pour commencer le podium des plus grands méchants de Disney, je vous présente Maléfique. Par Jeanne de Rival dans La Belle en bois dormant en 1959. La meilleure manière dont on pourrait définir Maléfique pendant ce film, c'est comme la maîtresse absolue des ténèbres et du mal. Donc c'est une méchante et redoutable sorcière inspirée directement de la fée Carabosse du roman de Charles Perrault, à l'apparence effrayante, peau verte, yeux jaunes, cornes pointues sur la tête et robe noire et violette. Sa motivation déjà dans le film nous montre toute sa cruauté, car après ne pas avoir été invitée à la cérémonie de naissance de la princesse Aurore, elle décide de s'inviter toute seule et lance à la jeune fille un sort pour qu'elle meure après s'être piqué le doigt à un rouet le jour de ses 16 ans. Mais l'une des fées parvient à adoucir le sort en disant qu'elle plongera dans un sommeil éternel jusqu'à ce que le baiser d'un prince charmant l'en délivre. Maléfique montre toute sa puissance en lançant des éclairs à l'aide de son sceptre, en créant une forêt d'épines et même en se transformant en un terrible et gigantesque dragon. Et toutes les forces de l'enfer! Et la fin de Maléfique est épique également, aussi épique que sa puissance magique, où elle combat le prince Philippe avant de recevoir son épée dans le cœur et de mourir en chutant du haut d'une falaise. Donc Maléfique, c'est certainement, de par sa voix, ses pouvoirs, son apparence et tout ce qui est montré dans le film, l'une des méchantes les plus classes de Disney
et même de la fantaisie en général, qui est prête à tout pour réaliser ses sombres objectifs, même à user de sa puissante magie. Qu'un orage se déchaîne et qui gronde là-haut. C'est pour ça qu'elle mérite amplement la 3e place du podium. À la place numéro 2 des méchants Disney, juste avant le dernier dont je vais vous parler, et qui est pour moi le meilleur méchant Disney, nous allons voir ensemble le personnage de Scar. Doublé en 1994 par l'extraordinaire Jean Pia, qui par sa voix grave et élégante mêle ironie et froideur, qui rend chaque réplique plus tranchante. C'est un personnage qui sait se faire remarquer déjà par son apparence, très différente des autres lions. Il est plus grand, plus maigre, avec une crinière noire, des yeux verts en amande, une fourrure plus foncée que les autres lions, et sa fameuse cicatrice sous l'œil gauche. Et surtout, il ne rentre jamais ses griffes. Tout chez lui déjà annonce la menace. Mais contrairement aux autres méchants Disney, la vraie raison pour laquelle Scar est autant apprécié, ce n'est pas sa force, et c'est surtout grâce à son intelligence, sa ruse et sa manipulation, grâce à son côté un peu charmeur, qui réussit plus à convaincre les gens de lui obéir qu'à devoir les y contraindre lui-même par la force. C'est un vrai tacticien et c'est ça qui le rend si dangereux. Il entraîne Simba dans un canyon, puis lâche un troupeau de gnous sur le jeune prince, avant de prévenir Mufasa que Simba est en danger. Ce dernier accourt vite pour protéger son fils et réussit à le mettre à l'abri, mais Scar justement l'avait prévu, et c'est là qu'a lieu l'un des pires moments de ce film, lorsque Scar décide de tuer son frère Mufasa en le laissant tomber au milieu du troupeau de gnous. Longue vie au roi. Cette scène conduit à l'un des moments les plus tristes de Disney, car Simba, du haut de la corniche où l'a accroché son père, assiste à toute la scène sans pouvoir intervenir. Mais le pire arrive après, quand Scar arrive et fait endosser toute la responsabilité de cette tragédie à Simba, le poussant à quitter la terre des lions. Après la mort de Mufasa et le départ forcé de Simba, Scar, avec l'appui des hyènes, devient alors le nouveau roi de la Terre des Lions sans difficulté, provoquant alors la terreur et le début de la déchéance de cette terre autrefois paisible et prospère. Toute la cruauté et le charisme du personnage de Scar est également bien illustré dans sa chanson « Soyez prête », qui est une des meilleures chansons de Disney. Soyez prête pour la chance de votre vie, car enfin va venir le grand jour. Scar est un des meilleurs méchants de Disney et c'est pour ça que je l'ai mis en numéro 2, surtout de par son intelligence, sa malveillance, sa cruauté, surtout ses actions qui laissent un sentiment de tristesse, de colère et même de malaise. Avec la mort de Mufasa, l'exil de Simba et ses nombreux retournements de veste envers ses anciens alliés. Et pour terminer en beauté, à la première place des plus grands méchants de Disney et même de l'animation en général, voici le terrifiant juge Claude Frollo. Dans le Bossu de Notre-Dame, alors, sorti en 1996, il est doublé par l'extraordinaire Jean Pia qui a également fait la voix de Scar dans Le Roi Lion. Il est l'incarnation même du fanatique religieux obsessionnel qui pense que toutes ses actions font de lui un bon chrétien ayant la permission du Seigneur. Donc c'est ce réalisme glaçant plus que la magie qui le rend selon moi le plus terrifiant de tous les méchants Disney, car il est celui qui se rapproche le plus de notre réalité. Donc même son rôle au sein de la société française est terrifiant. C'est le ministre de la Justice et le juge en chef de Paris, qui par son apparence vieillissant et son côté stoïque, donne un côté sombre et religieux presque au film. Le fait qu'il soit le meilleur méchant de Disney également tient selon moi de ses actions qui sont très proches, qui sont réalistes et très plausibles et qui pourraient se produire dans notre réalité également. Il tue la mère de Quasimodo après avoir fait emporter le père par les gardes. Il tente de tuer le Quasimodo, alors bébé, en le jetant dans un puits. Puis il l'enferme dans Notre-Dame pendant près de 20 ans sans lui laisser la possibilité de découvrir le monde d'en bas, puis en le manipulant. Il installe également un climat de peur à Paris en
traquant les bohémiens qu'il considère comme impurs et en ordonnant même à l'un des héros du film, Phébus, de participer à cette chasse aux bohémiens. Personne n'est épargné par la fureur de Frollo qui va jusqu'à même incendier des maisons avec la famille à l'intérieur. Et le final est à son image, reflétant d'ailleurs la plus grande peur de Frollo qui est de voir son pouvoir glisser dans les flammes. Car à la fin du film, il décide d'attaquer même Notre-Dame avec son armée pour capturer Esmeralda qui vient d'être secourue par Quasimodo et tuer ce dernier, mais il finit par tomber du haut de Notre-Dame en étant accroché à une gargouille dans les flammes. Donc tout le côté sombre et obsessionnel de Frollo, assoiffé de haine envers les bohémiens et de désir charnel envers Esmeralda, est bien représenté dans sa chanson infernale ou Hellfire. Infernal, bacchanal, l'enfer noircit ma chair. Claude Frollo est un juge sans âme et fanatique du bossu de Notre-Dame et qui est selon moi l'un des meilleurs méchants de Disney. Ce qui le rend si terrifiant, ce sont ses actions dans le film et ses obsessions malsaines. J'ai cherché à faire un parallèle avec certaines figures d'inquisiteurs français du Moyen-Âge qui pourraient se rapprocher de Frollo, tels que Bernard Guy ou Pierre de l'Ancre, qui au nom de la justice ont également commis des actions répréhensibles, dont de nombreuses exécutions. Donc c'est par toutes ces actions, toute cette haine de Frollo, son caractère obsessionnel, sa froideur, son côté assez proche de la réalité qui le rend d'autant plus terrifiant qu'il est pour moi le numéro 1 des méchants Disney dans ma vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo sur les meilleurs méchants de l'animation Disney. J'espère que ce classement vous a plu. Dites-moi quels sont vos meilleurs méchants Disney et surtout dans quel ordre et pourquoi est-ce qu'ils vous ont autant marqué dans votre enfance. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne dédiée à l'histoire et à la fantaisie.